Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo découverte horreur. Des jeux, des modules, des suppléments horrifiques que je souhaitais vous partager pour cette période de l'année. Parce que oui, si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, nous sommes en octobre 2025, mais bien entendu, ça ne vous empêche pas de découvrir ce que j'ai à vous proposer si vous l'écoutez à un tout autre moment de l'année. Le plaisir de découvrir des produits d'horreur, ça peut se faire à l'année longue. Et comme à mon habitude, je vais tenter de proposer quelques ouvrages francophones dans le lot, afin de varier les plaisirs et de varier les langues. Et je préfère aussi le mentionner déjà de prime abord, le mois d'octobre 2025 est très occupé. C'est un mois où il y a beaucoup de choses qui se déroulent, autant directement pour la chaîne que dans un tout autre contexte, alors que, eh bien, entre autres, je m'en vais animer une simili-conférence sur la construction de donjons au Festival Draconis le 18 octobre prochain, si jamais vous êtes dans les environs. Ça prend beaucoup de temps à préparer, c'est de la planification. Ensuite, on a eu des enregistrements également top secrets qui ont été faits dans le plus grand des plaisirs et qui vont être partagés prochainement sur la chaîne. Des belles collaborations. Après ça également, quoi d'autre? Mon Dieu, il y a 2-3 choses comme ça. Je vais en faire aussi une partie live sur la chaîne de Ultima Verba de Olivier Larue pour une partie de Pirate Borg. Si jamais également vous avez vu la nouvelle passer, j'ai la chance, l'opportunité d'écrire une aventure pour la traduction française de Pirate Borg. Donc, un autre jeu horrifique, Borg-esque, à l'ambiance très pirate et Caraïbes dangereuse, avec zombies et créatures marines. Ça va être très cool. Donc, beaucoup de choses en octobre. Beaucoup de choses en octobre qui fait en sorte que j'ai un peu moins le temps que d'habitude de me pencher sur de la lecture de modules horrifiques. Donc, j'ai peut-être un peu moins de produits à présenter qu'à l'habitude, mais malgré tout, je suis content de ce que j'ai pu dénicher ici et là. Et d'autres vidéos aussi très pertinentes et très intéressantes en lien avec le monde horrifique. Par exemple, si vous ne l'avez pas vu passer, j'ai eu un échange super intéressant avec Maxime Robinet de la chaîne Sombre Machination et Globtopus, qui est un créateur de contenu que j'apprécie beaucoup, avec qui je m'entends très bien, avec qui on a des belles discussions justement et un amour commun au monde de l'horreur. Et c'est exactement là-dessus que porte cette vidéo, cet échange qu'on a eu sur en fait l'amour commun sur l'horreur, autant que ce soit dans le jeu de rôle, le jeu vidéo, les films, les séries, la littérature. On aborde un peu de tout, de tous les sujets. Puis on a trouvé ça tellement le fun qu'on aurait le goût de le refaire à d'autres occasions si jamais la chance se présente. Donc oui, beaucoup de choses en octobre 2025. Et ainsi, on commence. On va débuter cette présentation de premier module horrifique que je pourrais vous proposer pour cette période de l'année. Il s'agit d'un incontournable que j'ai déjà abordé dans une autre vidéo, une aventure en français, disponible en français maintenant, pour DCC, Le cauchemar des récifs du diable, publié bien entendu chez Achilleos. Ce module reprend essentiellement un peu le concept de Shadow over Innsmouth de H.P. Lovecraft et ça transforme un peu l'idée derrière cette aventure-là dans un classique donjon, exploration, fantasy comme on peut le vivre dans DCC. Et ça se déroule en fait, ça commence. L'aventure débute sur une petite île côtière, une petite ville côtière plutôt, enveloppée de brume et de mélancolie où un récif de corail menaçant sommeille dans la baie non loin et un navire qui transporte une puissante princesse étrangère s'est échoué sur le récif en question et les personnages joueurs en fait sont précipités dans l'action afin de soit secourir la princesse et empocher une belle récompense ou pour peut-être rafler autant de butin possible dans ce qui reste du navire de la dite princesse. On rajoute dans cette aventure des mutations, l'équivalent un peu des profonds comme on peut le voir dans Lovecraft, des êtres anciens venus d'ailleurs, un peu de science fantasy très classique à la DCC, des éléments étranges, des mutations qui viennent un peu atteindre les personnages. C'est vraiment un scénario qui vient toucher, oui, on va dire l'aspect un peu horrifique, on s'entend, mais même les scénarios les plus horreurs de DCC ne sont pas très horrifiques, contrairement à d'autres jeux
disons, plus se tourner vers l'ambiance horrifique, là. On comprend ce que je veux dire, ça reste que c'est du DCC, ça reste que c'est très gonzo, c'est très étrange, il y a beaucoup de combats quand même, beaucoup de rencontres, beaucoup de possibilités d'affrontement qui ne peuvent pas vraiment se résoudre d'une autre façon que de devoir frapper la créature qui se trouve devant vous. Vous n'allez pas non plus être complètement glacé d'effroi par rapport à la menace qui plane sur vos têtes, mais malgré tout, je trouve que si on veut vraiment se vivre un peu l'espèce de petite ambiance presque halloweenesque plaisante avec des petits clins d'œil à Lovecraft et qu'on ne souhaite pas non plus tomber trop dans quelque chose de très horreur parce que soit nos personnages, pas nos personnages mais nos joueurs et joueurs sont moins fans de ce style-là, mais qu'on désire quand même vivre une petite aventure classique à l'ambiance fantasy comme on peut le vivre par exemple avec Donjons Dragons ou autres jeux du genre, eh bien je trouve que cette aventure-là de DCC, elle fait très très bien le travail, c'est-à-dire, j'ai encore oublié le nom, Le Cauchemar des Récifs du Diable. Je l'avais joué à quelques reprises, déjà je l'ai joué à trois reprises en anglais, avec la version anglaise au début, mais je suis bien content de voir qu'Aquila s'est penché sur les traductions de quelques ouvrages français pour DCC qui ont un lien avec la gamme d'horreur, parce que oui, si vous ne le saviez pas, DCC possède une espèce de ligne de publication de modules qui sont vraiment très horrifiques. Donc l'ambiance horreur, ambiance plus tournée sur des aventures qui ont des liens avec soit des morts vivants, vraiment beaucoup de clins d'œil en fait à la culture populaire. Souvent les aventures vont quand même avoir des liens avec certaines créatures ou légendes ou autre chose qu'on connaît déjà quand même assez bien, comme par exemple Swamp Thing, la créature des marais et autres produits du genre. Et le Cauchemar des Récifs du Diable, je trouve que c'en était une très bonne si on veut s'initier un peu à l'aventure DCC-esque, mais en même temps baigner un tout petit peu dans une ambiance horrifique qui est quand même pas piqué des verres et qui est très plaisante. C'est vraiment une superbe aventure que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer. Alors, je vous le conseille pour l'Halloween, si jamais vous souhaitez expérimenter le tout, c'est à conseiller en français, bien entendu. On continue ensuite avec une autre aventure, et là je suis vraiment très content d'être tombé là-dessus durant la période d'horreur. Il s'agit de Gorman Lander, qui est une aventure dite expérimentale, agnostique, donc qui est, on va dire, à aucun système précis qui pourrait être on dirait utilisé avec le système de votre choix, et qui est conçu presque entièrement à partir d'illustrations. Et ça, c'est une aventure qui est publiée par Evelyne Moreau, qui est à mon sens un trésor national du Québec dans le monde du jeu de rôle en anglais indépendant, qui est une Québécoise qui habite, je crois, à Montréal et qui publie beaucoup d'aventures, qui participe à beaucoup de projets divers en lien avec le jeu de rôle, dans l'illustration, mais aussi dans l'écriture. Elle a un style bien à elle qui est très reconnaissable et qu'on peut apercevoir dans de nombreux ouvrages et qu'elle a publié d'ailleurs avec, par exemple, les Merry Mushmen, ceux qui font les Nock et les autres jeux du genre. C'est quelqu'un de très talentueux, que j'apprécie beaucoup, que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur elle, sur ses, on va dire, mon top en quelque sorte préféré des ouvrages qu'elle a sortis. Mais Gorman Lander, c'est quelque chose d'assez cool, je vous dirais, parce que justement, c'est, déjà j'apprécie des aventures agnostiques, mais aussi c'est surtout avec des illustrations, comme je l'ai mentionné. C'est presque entièrement à partir d'illustrations. Il n'y a presque pas de texte, en fait, dans l'aventure. Donc, même si, à la base, l'aventure est en anglais, il y a une introduction où elle explique un peu, on peut dire, le cheminement qui a mené à la création de ce module-là, eh bien, vous pouvez sans problème l'acheter si vous êtes francophone et que vous parlez très peu l'anglais et l'animer malgré tout à partir du système de votre choix, parce que le tout est, on va dire, tous les référents et toutes les explications se fait avec un support visuel qui n'a pas besoin de mots pour être expliqué. En gros, l'aventure, c'est qu'un ogre maudit qui vit au cœur d'une forêt ancestrale et qui prépare des plats occultes dans l'espoir de briser sa propre malédiction qui plane sur lui. Et malheureusement, le village voisin est désormais au menu. Oui, le village voisin, c'est ceux qui vont, on va dire, subir le courroux de la créature. C'est une aventure qui se déroule en 36 pages et qui présente 9 lieux sauvages et un petit donjon de 6 salles. Et vraiment, on peut utiliser le module, en fait pas le module, mais le système de jeu qu'on veut, alors que peut se prêter à une aventure OSR, peut-être même à la limite aussi, la 5e édition, c'est plus votre jam, c'est plus votre style. C'est vraiment adaptable à tout parce que, en fait, à la base, c'est du visuel. Et j'ai beaucoup apprécié, en fait, la prise en main, ou du moins la présentation
pour le déroulement de l'aventure, où est-ce que dans le fond, vous avez des images qui représentent différents mots-clés qu'on peut absolument comprendre, vu justement que ça demeure c'est des illustrations d'Evelyne Moreau, c'est très clair, on comprend très bien ce que ça veut, présenter ce que ça veut nous expliquer. Et il y a des prises de décision qui peuvent se faire avec l'improvisation, avec les gens qui sont présents autour de la table. Donc, vous pouvez vraiment comme regarder les illustrations, poser des questions, et le maître de jeu peut se baser sur les réponses pour improviser des capacités des créatures et les effets, par exemple, des objets magiques. Et ainsi, on est vraiment dans presque une création collaborative, alors que les personnages peuvent aussi ajouter leur grain de sel par rapport à ce qu'ils voient dans l'illustration qui est présentée dans le livre. Et le maître de jeu peut s'inspirer sur ce que les joueurs et les joueuses mentionnent pour pouvoir ajuster des éléments au système qui est utilisé dans le contexte de l'aventure. Donc, par exemple, on va dire, vous voyez une illustration qui présente un objet magique et qui est... on va dire peut-être, par exemple, une sorte de corne d'abondance avec des fruits et des légumes qui sortent. Et bien là, on pourrait dire, OK, à quoi ça sert cet objet-là? Dans quel contexte est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Et là, un joueur pourrait mentionner, hey, je pense que mon personnage a peut-être déjà vu cet objet-là dans tel contexte de jeu et que si on pige à l'intérieur, on peut sortir un aliment précis. Mais si on désire également et on se concentre, on pourrait sortir un aliment qui est plus empoisonné, mais qui a l'air tout à fait normal et qui, s'il est consommé par quelqu'un d'autre, eh bien la personne va tomber malade et peut-être même mourir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a en fait beaucoup de possibilités. C'est ça un peu qui est vraiment cool avec cette aventure-là, c'est qu'il y a un côté de... On peut renouveler vraiment l'expérience et je pense que c'est vraiment un des points forts que Evelyne a réussi à faire avec ça, c'est que les illustrations inspirent beaucoup, mais elles peuvent vraiment inspirer des choses différentes. C'est pas parce qu'on a un visuel sur une créature ou sur un monstre ou sur un objet que ça va nécessairement nous donner envie d'aller sur la même ligne directrice à chaque fois. Et ça dépend aussi des gens qui sont autour de la table. Les personnes qui sont autour de la table et qui participent à l'aventure en soi, eh bien, ils vont avoir une interprétation différente de ce qui est présenté. Et ainsi, il y a vraiment comme un renouvellement qui se fait, alors que l'aventure peut absolument prendre des chemins différents à chaque fois. Et moi, je trouve ça vraiment fort. Je trouve que c'est vraiment, vraiment fort. J'avais vu ça, en fait, en jeu de rôle comme ça. J'avais jamais vu une aventure qui était proposée ainsi. Et je trouve qu'Evelyne a vraiment comme touché quelque chose qui est très original et qui, justement, aussi est dans le ton. Je trouve horrifique parce qu'on est dans une espèce d'ambiance, même si ça reste sous-entendu, c'est pas clairement expliqué non plus, ça reste que c'est un petit quelque chose folk horreur, tu sais, de l'horreur folklorique avec des forêts hantées, des croyances anciennes, des monstres qui, un peu à la Hansel et Gretel, là, qui vont se repaître des gens en les transformant peut-être en bons petits plats. Donc, oui, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça et je trouve que c'est une très très belle réussite de la part d'Evelyne Moreau. Bien entendu, tout ce qui est partagé durant cette vidéo va être dans la description de celle-ci. Donc, si vous souhaitez aller jeter un coup d'œil à ce que ça va, en fait, ce que ça peut vous inspirer, ou jeter un coup d'œil aux différents produits que je mentionne, eh bien, vous y avez accès facilement. Et on continue ensuite avec une autre découverte horrifique, Case Files pour Horreur Liminale. Ah, Horreur Liminale, hein? Mon cheval de bataille. Vous irez voir ma vidéo que j'ai faite sur les projets jeux de rôle en cours si vous souhaitez en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe derrière la scène pour ce jeu-là. Ouais, c'est ça. C'est très... ça reste... C'est pas facile à pousser comme initiative, mais je tente comme je peux. Et il y a des bonnes chances que je m'enligne en fait vers Loulou pour l'impression à la demande parce que ça reste que j'ai eu beaucoup de retours. J'avais eu quelques retours un peu plus mitigés par le passé, mais là, j'ai eu plusieurs retours positifs. Des gens qui sont très satisfaits de leurs produits, que ce soit des créateurs ou que ce soit des consommateurs, des gens qui ont commandé pour avoir des livres précis. Donc, vraiment pour faciliter une impression qui va rendre le jeu le plus accessible possible à tout le monde, parce que c'est vraiment ça c'est là où ça coince, là, ce jeu-là, c'est là où le problème se coince un peu plus, c'est que je veux vraiment que ça soit... Je veux que tout le monde y ait accès, autant les gens au Québec que les gens en France ou en Europe ou peu importe ailleurs dans la francophonie. Et ainsi pour ça, ben, je dois trouver une façon de le rendre le plus facilement accessible pour tout le monde. Et ainsi, ben, ça va probablement passer par la publication à la demande sur Lulu, du moins pour l'instant, pour cette version-ci.
On va dire ça comme ça. Reste à voir pour la suite des choses. Ainsi, il y a un petit côté, pas nécessairement amer, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais il y a un petit côté de moi qui est comme un peu, pas nécessairement fatigué, mais qui doit un peu doubler d'efforts pour pouvoir faire pousser ce projet-là. Et j'ai peut-être moins lu justement de choses en lien avec Horreur Liminale ces derniers temps, pas par manque d'ambition ou pas par manque d'intérêt, mais plus justement par fatigue, je dirais. C'est bizarre à dire comme ça. Mais malgré tout, il y a eu le financement participatif pour la version Deluxe qu'il y a eu sur BakerKit, la version en anglais Deluxe, pour laquelle j'ai participé et que j'ai reçu déjà plusieurs PDF en lien avec ça. Donc, justement, Case Files, qui est un petit supplément qui était proposé lors du financement et qui est maintenant disponible également à télécharger en PDF sur certaines plateformes. Et c'est en fait une série d'anthologies pour Horreur Liminale, bien entendu en anglais. Chaque volume, en fait, réunit différentes collections de dossiers d'enquête de bureaux qui ont mystérieusement fuité dans le domaine public. Et à l'intérieur du volume 1, qui se nomme Anomalie, on a des nouveaux scénarios qui sont disponibles, qui étaient aussi également disponibles justement déjà pour le public, que vous pouviez déjà acheter dans d'autres contextes maintenant qui ont été comptabilisés dans un seul ouvrage. Il y a des nouvelles règles, et ça je pense que c'est le bout qui m'a le plus impressionné, que j'ai vraiment beaucoup adoré, c'est le mode documentaire. C'est vraiment des nouvelles règles pour jouer, des équipes de tournage, pour faire des histoires d'horreur en mode found footage, comme on pouvait le voir par exemple dans Channel Fear. Et ça faisait longtemps que ça me travaillait, que ça me titillait de pouvoir faire une ambiance found footage avec Horreur Liminale. Et maintenant, c'est fait. Ça existe maintenant. Et j'aimerais pouvoir en fait le traduire en français si, bien entendu, Nick de Goblin Archives est partant. Je suis pas mal sûr que oui. Je ne vois pas pourquoi il ne voudrait pas. Il est souvent très ouvert à mes initiatives. Puis on a une bonne discussion ensemble. Donc, ça serait à voir éventuellement. Il y a de nouvelles créatures qui sont proposées également dans l'ouvrage, des présages qui sont des espèces d'événements inquiétants qui se produisent en périphérie de l'action. Il y a des nouveaux sortilèges aussi qui sont également disponibles. Et d'ailleurs, pour le mentionner, si vous ne le saviez pas, dans la version de luxe, en version en anglais de Liminal Horror, et dans la version française, Horreur Liminale, le fonctionnement des sorts n'est pas le même. Ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Parce que Nick, à la base, il avait fait une autre procédure pour pouvoir lancer les sortilèges avec le jeu, puis ça l'intéressait pas tant, il n'avait pas trouvé ça très stimulant, il trouvait que c'était très médiéval fantastique, vraiment très à la Cairn ou à la Knave, et il voulait trouver une autre façon un peu d'aborder l'idée de pouvoir faire des rituels magiques et autres pratiques occultes du genre. Donc il a intégré quelque chose d'autre dans la version anglaise, que je vais éventuellement parler sur la chaîne. Je vais faire une présentation éventuellement lorsque je vais l'avoir physiquement, c'est sûr et certain, parce que ça reste que c'est un jeu que j'adore, c'est mon jeu par défaut lorsque je veux jouer de l'horreur, c'est vraiment celui-là qui me stimule le plus. Et pour ce premier case, ce premier file case, comme ils disent en anglais, document qui a fuité au public, Anomalie, je trouve que c'est vraiment un beau condensé de plein de beaux produits que je trouve très stimulants, très intéressant, et donc je vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil si vous êtes à l'aise, bien entendu, avec la langue de Shakespeare. Et on continue ensuite avec une autre aventure, mais cette fois-ci en français. Oui, en français, et j'allais en parler, c'est sûr et certain, je ne pouvais pas passer à côté parce que j'ai donné beaucoup d'énergie dans ce petit produit-là. Il s'agit de Grift, l'Infesté, une aventure publiée en français au Québec. C'est une aventure faite par un Québécois qui est déjà venu à de nombreuses reprises sur la chaîne, Philippe Taillon, de la chaîne des Contes et des Dés, d'ailleurs que je salue au passage, qui a comme un peu... il s'est comme injecté un peu de nitroglycérine de productivité dans les veines, et maintenant il tente le plus possible de pousser ses différents projets qui sont disponibles en numérique en version physique. Et Grift, l'Infesté qu'il a fait, c'est une grosse aventure X-Crawl, donc plusieurs zones à explorer pour Morborg, compatible avec Morborg, qui d'ailleurs aussi va sortir en français chez Agathe. Et c'est une aventure que j'ai fait, en fait, la mise en page. C'est moi qui s'est occupé de la mise en page, vraiment l'intégration du texte avec le format et tout ça. Et c'était un méchant travail, je ne vous le cacherai pas, pour tenter de reproduire un peu, très humblement, le visuel Morborg-esque comme on le connaît dans le livre de base. J'ai vraiment tenté de mes simples capacités les plus modestes à recréer un peu ce style-là.
mais en donnant une touche particulière pour Grift, selon certaines teintes de couleurs qui sont typiques pour ce module-là, et qui ont un lien aussi avec la couverture du module, qui est d'ailleurs très belle. Et donc, c'est un vrai plaisir que j'ai eu quand même à faire cette aventure de plus de 50 pages. On est rendu à ça, je pense. C'est quand même un gros bouquin qui présente justement un lieu, une ville maudite, malade, infestée par des serpents d'ombre et autres créatures infectes que vous devez en quelque sorte fuir, alors que vous vous réveillez, vous, personnage, possiblement dans les quelques donjons ou prisons cachots de la ville, et vous tentez on va dire de faire votre chemin au travers des rues infestées et des maisons maudites et demeures en ruine pour pouvoir, on va dire, trouver possiblement un lieu de repos ou une sortie de secours de cet endroit qui vous veut votre mort pour sûr et à 100%. Bien entendu, dans la description de cette vidéo, je vais mettre les liens qui mènent aux différents réseaux sociaux de Philippe si jamais vous souhaitez mettre la main sur l'ouvrage. Je ne sais pas si celui-ci est présentement disponible en version numérique, je ne le sais plus. Il me semble que oui, peut-être pas encore, du moins ça va venir, c'est sûr et certain. Mais je sais que Philippe a fait imprimer des versions physiques chez Wendigo Workshop, qui est une boîte de publication québécoise de jeux de rôle, située à Québec, dans mon hood, directement. Et il y a ainsi quelques ouvrages, quelques versions physiques de l'aventure que vous pouvez lui acheter, tout en couleur, super bien imprimé, vraiment un super beau travail de la part de Wendigo Workshop. C'est de toute beauté. Philippe m'a envoyé des photos, puis le rendu final était à la hauteur des attentes, ou du moins de ce qu'on espère d'une aventure de Morborg. Et pour avoir passé au travers de Griff à plusieurs reprises, je vous dirais, alors que je faisais la mise en page de l'aventure, il y a vraiment des choses qui m'ont marqué, que je trouve que Philippe a vraiment eu des bons flashs d'idées. Des bonnes façons de présenter l'information pour un X-Crawl, alors que ce qui est présenté, bien entendu, les personnages vont explorer différentes zones dans la ville afin de pouvoir quitter celle-ci, et chaque zone a ses possibilités de rencontre, et les possibilités de rencontre font en sorte que l'aventure est assez renouvelable. Il y a une belle rejouabilité dans celle-ci parce que, je vais prendre par exemple, les personnages rentrent dans une auberge, et une auberge qui semble à première vue abandonnée, quelque part dans la ville, un peu détruite. Là. Imaginez vraiment un vieux bâtiment qui a été comme démoli en bonne partie, mais dans lequel on peut se cacher. Et lorsque les personnages rentrent à l'intérieur, eh bien, il y a 6 choix de rencontre. Le maître de jeu peut lancer un des 6 afin de définir la rencontre appropriée pour la situation, vraiment y aller avec le hasard au maximum. Et les 6 rencontres sont décrites avec quelques mots. C'est assez succinct. C'est une phrase ou deux pour donner le plaisir au maître de jeu de créer, de concevoir par-dessus et de s'inspirer de ce qui est mentionné. Mais tout de même, dans les 6 rencontres, il y en a une qui est décrite vraiment plus longuement. Il y en a une qui est vraiment décrite avec plusieurs phrases, avec des exemples, des caractéristiques qui sont proposées et tout ça, afin de justement offrir la possibilité au maître de jeu de vraiment soit y aller avec l'inspiration du moment et l'improvisation au maximum, ou de vraiment se baser sur ce que Philippe propose avec une présentation un peu plus complète et disons un peu moins sur coin de table, où est-ce que vous n'allez pas nécessairement devoir concevoir des caractéristiques sur le moment, et vous allez ainsi avoir, on va dire, une bouée de secours si jamais vous ne sentez pas inspiré dans le moment présent. Il y a cette rencontre aléatoire-là qui est plus complète. Et ça, je trouve ça vraiment bien pensé. Pour vrai, ça, Philippe, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon flash de ta part. Je te parle comme si tu étais devant moi. Salut Phil! Hey Phil, ça va? Mais non, c'est vraiment un bon flash. Je trouvais que c'était très brillant de sa part de vouloir proposer aux maîtres de jeu d'adapter en quelque sorte selon leurs besoins du moment. Et cette manière de faire, justement, comme je le mentionne, offre une belle rejouabilité dans l'aventure de Griff, alors que vous pouvez explorer 2 fois le même lieu avec 2 groupes différents, et ce qu'ils vont y trouver va être complètement, justement, différent d'une fois à l'autre. Donc, oui, très chouette. Une belle aventure aussi, justement, pour l'Halloween, parce que c'est très horreur, c'est très dark. Mais tu sais, à la Morborg, c'est du grim dark, là, très violent, avec des créatures qui ont des mains qui leur sortent de la bouche, puis des yeux qui explosent, là, des choses comme ça. Là. On est vraiment dans du gros dark fantasy très sombre, avec des serpents, avec des têtes de bébés qui font... puis d'autres choses comme ça. On dirait que je sais pas pourquoi ça me fait rire à chaque fois que je pense à une créature qui a une face un peu humaine. Donc, oui. Allez voir ça. Griff de l'infesté de Philippe Taillon pour Décompte et DD. Une superbe aventure disponible en français. Une aventure du Québec
qui est disponible avec quelques exemplaires physiques pour l'instant. Et j'espère que Philippe va continuer cette initiative de vouloir proposer du contenu pour les gens ici. Je trouve que c'est très louable pour lui. Mais également, si vous êtes de l'autre côté de l'océan, eh bien vous allez pouvoir vous procurer l'aventure en version PDF, assurément. Et on continue cette fois-ci avec un jeu complet, Void Light, un jeu d'horreur, de science-fiction que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, qui est en fait un produit en anglais, mais fait par un Québécois. Hey, ça fait, je pense, 3 Québécois que je mentionne dans cette vidéo-là. Il y a Philippe, il y a Evelyne Moreau, et cette fois-ci, c'est René-Pierre Des-Gélina, qui est un créateur qui a eu une bonne reconnaissance sur les réseaux sociaux, qui est à plusieurs financements participatifs de réussi, d'accompli, qui a eu vraiment une belle poussée de popularité lorsqu'il a sorti en fait un jeu qui se nommait Breathless, il y a de cela déjà quelques années, et qui en fait est très modulable selon une prémisse de base qui va sur la survie et on va dire justement, comme le dit le nom, breathless, donc vous manquez de souffle, c'est quelque chose où est-ce qu'on est constamment dans le danger. Et avec cet ensemble de règles-là, il y a plein d'autres jeux qui sont apparus qui sont dits breathless, qui ont le système de base de Breathless, mais qui sont adaptés à autre chose. Et c'est vraiment, René Pierre, en fait, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour ses idées mécaniques, alors que c'est pas la personne qui va, on va dire, sortir des aventures de jeux précis pour un système qui existe déjà. Tu sais, il va pas sortir, par exemple, une aventure pour Shadow Dark, qui est compatible uniquement à Shadow Dark, ou il va pas sortir une aventure pour Donjon Dragon, la 5e édition. Il est vraiment comme à l'opposé de moi, on va dire, à ce niveau-là, dans le concept créatif, là. Alors que lui, c'est vraiment plus l'aspect mécanique de jeu et comment cette mécanique-là peut bien laisser, on va dire, faire transparaître en quelque sorte l'ambiance souhaitée autour de la table. Et c'est un gars de chiffres, c'est un gars de mathématiques, de probabilité, de coding, où est-ce qu'il va justement faire des lignes de code pour pouvoir évaluer les possibilités de réussite ou d'échec selon la mécanique qu'il souhaite pousser de l'avant. Et en fait, René Pierre me fait parvenir une V0.5, une version 0.5 de son dernier jeu, Void Light, qui aujourd'hui, je crois, est à sa V1. Au moment où vous écoutez cette vidéo, il me semble que le jeu est à sa V1. Vous pouvez aller vérifier sur son site internet. Bien entendu, les liens dans la description ici-bas. Et il y a vraiment, pour vrai, il y a quelque chose, je lève mon chapeau à René Pierre parce que ce gars-là a vraiment cette capacité-là que je n'ai pas de concevoir et d'évaluer, on va dire, faire des statistiques pour vraiment créer des nouvelles mécaniques qui sont, on va dire, très intéressantes, qui vont soit s'inspirer de choses qui existent déjà ou qui vont vraiment sortir un peu de son esprit créateur et qui vont également aussi être en concordance avec la thématique qu'il souhaite mettre de l'avant. Et pour cette fois-ci, en fait, la thématique est venue me chercher. Bien entendu, c'est de l'horreur de science-fiction, vraiment à la Mothership, inspirée par Mothership, Alien et autre chose du genre. Mais mécaniquement parlant, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et ça, c'est rare que ça m'arrive et que j'ai comme un flash mécanique, que je fais vraiment comme « Oh, wow, ok, quelque chose de vraiment le fun là-dedans. » Et ça m'a vraiment, c'est venu vraiment me chercher. Mais avant d'aller plus loin, on va vraiment commencer avec la thématique du jeu. Vous travaillez pour une corporation qui se nomme Concord Corporation. C'est vraiment à la Alien, là. Vous leur devez de l'argent. Les grosses corporations qui mènent et qui dirigent le monde, vous leur devez immensément beaucoup d'argent. Vous êtes dans les dettes par-dessus la tête. Et ainsi, vous acceptez un travail où vous allez en fait être déplacé sur une station spatiale qui se nomme le GOT, qui est soudée aux côtes, en fait, d'un grand léviathan migrateur. Imaginez vraiment une créature qui vit dans le vide infini de l'espace, là. La station spatiale est connectée sur ses côtes et vous allez être déplacé sur cette créature-là, ou du moins sur la station spatiale, afin d'aller travailler à l'intérieur de la créature. Vous avez en fait la possibilité de creuser à l'intérieur de celle-ci pour trouver les différents objets, les différents reliques et autres produits nécessaires au voyage intersidéral que la créature aurait pu avaler au fil des années. C'est une espèce de travail de forage, mais à l'intérieur d'une bête vivante. Et c'est fly. Ça, le côté thématique est vraiment quelque chose de, je trouve, vraiment fort, un peu lugubre, un peu presque Warhammer 40 000 au travers de ça, là. Et il y a le concept, en fait, de cette espèce de le néant, une obscurité ambiante qui demeure permanente à l'intérieur de la créature, une espèce de spore qui engendre des mutations, qui consomme toute source de lumière à l'intérieur, en fait, de la créature en question, de Léviathan. Et il y a seulement un type de lumière qui se nomme le Void Light.
donc lumière du vide, le nom du jeu, qui permet de percer cette obscurité-là et qui est alimenté par des batteries qui ne semblent d'ailleurs jamais suffisantes. Et ainsi, vous vous enfoncez dans les entrailles et plus profondément pour trouver du butin plus précieux et plus la noirceur devient affamée, permanente et dangereuse. Donc, c'est une espèce de dungeon crawl, de science-fiction, qui peut se jouer solo, qui peut se jouer coopératif, qui peut se jouer avec un maître de jeu, avec vraiment des mécaniques qui est orientées vers les personnages, vers les joueurs, et ça se joue avec une mécanique de D6. Et ça, en fait, là, c'est là. La thématique, j'ai trouvé ça très cool. La thématique, j'ai trouvé ça vraiment cool. L'ambiance de vouloir aller, en quelque sorte, creuser à l'intérieur d'une bête pour pouvoir aller rechercher des matériaux avec quelque chose de très sale. Et je trouve que ça vient, ça renouvelle un peu l'expérience. Pour vrai, René Pierre, je te le dis, il y a une aventure pour Mothership à faire juste avec cette thématique-là. Si jamais ça te le tente, il y a quelque chose à faire avec ça. Toujours est-il que oui, la thématique, elle est très cool. La thématique, elle est venue me chercher, c'est horreur, science-fiction, c'est très métal, ça reste que c'est dans mes cordes, mais ce sont les mécaniques de Void Light qui m'ont le plus impressionné et qui m'ont donné le plus le goût de continuer d'explorer ce jeu-là, et aussi son système de jeu si particulier qui vient chercher des éléments de plusieurs systèmes de jeu que j'apprécie. Et ce que je ne savais pas, ce que René Pierre me dit, c'est que le système de jeu de Void Light, c'est un ensemble de règles qui se nomme Boundless, que lui-même a développé, et qui l'adapte en fait à d'autres mini-jeux comme Void Light. Il l'a fait aussi également pour un jeu de pirate que je n'ai pas lu. Et c'est un système de jeu ainsi qu'on peut aller chercher sur son site internet et adapter aussi également à d'autres produits comme on le souhaite, qu'on pourrait concevoir un jeu avec son système à lui, un peu comme vous concevriez un jeu avec la base de règles de Donjon Dragon 5e édition, mais là ça reviendrait à la même chose, mais avec le système de Boundless. Et ce système de jeu-là, en fait, vient vraiment chercher plusieurs trucs que j'aime beaucoup dans différents jeux qui ne sont pas nécessairement compatibles les uns avec les autres, comme par exemple le Year Zero Engine, le concept des réussites mitigées, chose que j'apprécie beaucoup, mais que je trouve que très rarement dans l'univers OSR, et une approche aussi très OSR, parce que, par exemple, Void Light, c'est très exploration, il y a beaucoup de tables aléatoires, beaucoup de choses à lancer au hasard afin de concevoir les aventures, afin de un peu faire avancer l'histoire commune que le maître de jeu et les joueurs et les joueuses vivent ensemble. Et en gros, le système de jeu, comment ça fonctionne, c'est que, je vais prendre par exemple Void Light, là, on va vraiment rester dans la thématique horreur de science-fiction. Là, je vais vous ouvrir, je vais vous faire apparaître en fait la feuille de personnage. C'est que vous avez des attributs. Donc la vigueur, l'operate, l'insight, la diplomatie, qui sont échelonnés sur différents niveaux qui représentent en fait le nombre de D6 que vous devez lancer pour accomplir une action. Et vous avez également de la stamina. Et la stamina, c'est pas vos points de vie. La stamina, c'est un peu une espèce de ressource personnelle dans laquelle vous pouvez aller puiser pour pouvoir accomplir des actions avec certains bonus, mais c'est aussi également un peu votre défense en quelque sorte. Lorsque vous subissez une menace, lorsque vous avez quelque chose qui représente un danger pour vous et que ce danger-là est actif envers vous, eh bien votre stamina sert en quelque sorte à pouvoir éviter ce danger-là. Et comment ça fonctionne en fait, c'est que vous devez lancer un nombre de D6 qui est, on va dire, équivalent à l'attribut que vous utilisez pour l'occasion. Il y a la possibilité aussi d'aller piger dans la stamina pour avoir des bonus de D6. Et lorsque vous allez dans votre stamina, que vous prenez en fait des bonus provenant de votre stamina, eh bien vous perdez ces points-là. Ces points-là, vous les perdez. Donc, vous devez cocher ainsi, à mesure que la partie avance, vous perdez des points de stamina, mais ceux-ci peuvent revenir lorsque vous vous reposez. Et il y aurait aussi la possibilité d'avoir des bonus en lien avec soit des outils particuliers, des talents que votre personnage pourrait avoir, etc. Et là, en gros, vous devez lancer ainsi ce paquet de D6 que vous avez accumulé, que ce soit via votre stamina, que ce soit via vos attributs ou les objets que vous utilisez. Et l'objectif, c'est que de base, le jeu ne demande pas une réussite, il en demande 2. Mais les réussites sont sur 5 ou 6. Donc, si vous avez 4, 3, 2, 1, c'est un échec. Si vous avez 5 ou 6, c'est une réussite. Et là, c'est là un peu la petite nuance un peu qui fait penser à Year Zero Engine, mais qui a quand même le petit quelque chose de réussite mitigée. Si vous avez en fait une réussite sur l'ensemble des dés que vous avez lancés, eh bien là, vous réussissez l'action que vous souhaitez entreprendre, mais il y a un contre-coup. Si vous avez les 2 réussites, vous réussissez l'action que vous souhaitez entreprendre, il n'y a pas de contre-coup. Et si vous en avez 0, eh bien là, vous n'avez pas de réussite et il y a un contre-coup. Donc, il y a cet échelon de niveau de réussite qui
est quand même vraiment intéressant. Et lorsque vous êtes sujet à une menace, ce n'est pas vos caractéristiques, ce ne sont pas vos attributs qui vont être utilisés pour éviter la menace, mais c'est votre stamina. Votre stamina représente vraiment votre possibilité à faire face à l'adversité. Et ainsi, vous lancez un nombre de D6 qui équivaut à votre niveau de stamina. Donc, si vous reste 3 stamina, bien, vous lancez 3 D6. Et si vous avez 0 de stamina, eh bien, vous lancez 2 D6, mais vous gardez le plus bas des deux. Et là, ainsi, il y a un côté où est-ce que vous devez prendre le risque de dépenser des points de stamina pour pouvoir accomplir les actions que vous souhaitez entreprendre, mais en contre-coup, s'il y a un danger qui se présente et qui est vraiment une menace active envers votre personne, eh bien là, vous allez avoir un peu moins de ressources pour pouvoir résister à la menace en question. Donc, il y a vraiment un jeu de devoir... À quel point est-ce qu'on est prêt à consommer en fait des ressources pour pouvoir réussir ce qu'on souhaite entreprendre, mais à quel point est-ce qu'on souhaite vraiment continuer à avancer si la menace se fait vraiment importante et qu'on ne pourra pas y réagir de façon appropriée. Il y a vraiment quelque chose de vraiment cool là-dedans. Quand il m'a lancé ça, quand il m'a présenté ça, j'ai eu plein d'affaires qui m'ont popé en tête, il y a plein d'idées qui m'ont sorti, que j'ai fait « Oh mon Dieu, il y a tellement de belles choses à faire avec ça. » Juste le concept des 2 niveaux de réussite, avec le 1 réussite sur 5 et 6 ou 2 réussites sur 5 et 6, il y a vraiment un petit plus à faire avec ça que je trouve vraiment important et qui change un peu toute la donne de l'idée d'avoir des réussites mitigées, des réussites complètes. Et il y a plusieurs règles optionnelles qui sont proposées dans le jeu pour, par exemple, pousser les dés. Donc, de pusher, comme la mécanique de Year Zero Engine très connue, de voir push your luck. Donc, tu vas pusher votre chance, vous allez relancer les dés que vous avez déjà préalablement lancés afin d'avoir une réussite supplémentaire ou une réussite supérieure, mais que si vous ne réussissez pas ce que vous souhaitiez entreprendre ou selon les résultats des dés, eh bien, vous allez possiblement perdre des points de stamina de plus. Bref, il y a un beau casse-tête à faire avec ça. C'est comme une belle, comment je pourrais dire, un bel outil qu'on peut manipuler, transformer, aller déplacer, changer des choses. Ça m'a vraiment fait popper plein d'affaires dans mon esprit. Ça m'a stimulé sur plein de choses. Et si ça vous intéresse, vous avez accès à tout ça ici-bas dans la description. Et je vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil à Voidlight. C'est vraiment un super beau dungeon crawl d'horreur, de science-fiction. Tu sais, c'est très pointu, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et juste de découvrir en fait les mécaniques de Boundless adaptées dans le contexte de Voidlight, je trouve que c'est vraiment chouette et énormément de tables aléatoires pour définir des créatures, définir des formes de vie, définir des indices qui auraient des formes de vie dans certains secteurs à l'intérieur du Léviathan, les dangers, qu'est-ce qu'on trouve dans un container. Il y a des tables et des tables et des tables et des tables. Il y en a vraiment une quantité incroyable. Et on termine cette liste de propositions horrifiques pour le mois d'octobre 2025 avec le module de jeu Turn It Off, compatible avec Knave 2e édition. Knave, 2e édition, jeu de Belminton, jeu OSR basé sur les premières versions de Donjons Dragons avec les 6 caractéristiques comme on les connaît, dans lequel on incarne des personnages un peu communs. Vous n'avez pas vraiment de caractéristiques particulières, vous n'avez pas de pouvoir super hot, vous n'êtes pas des grands héros, vous avez l'équipement que vous avez sur vous et un background, une historique, qu'est-ce que vous étiez avant d'être un aventurier. N'importe qui peut lancer des sortilèges selon les parchemins que vous trouvez. J'aime beaucoup Knave, en fait, j'aime beaucoup le squelette que représente Knave parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec ça. Et même de base, la thématique de Knave est très vanille. C'est médiéval, fantastique, classique. Et les gens trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'aventures compatibles avec Knave. Il n'y avait pas beaucoup de choses qui permettaient un peu de s'approprier le jeu via des aventures qui étaient préfaites. Il y en a eu quelques-unes, mais ça ne pleuvait pas. Et ainsi, il y a eu un Game Jam. Et dans le Game Jam, il y a des trucs vraiment cool qui sont sortis. Il y a des trucs vraiment, vraiment incroyables qui sont sortis, des aventures avec des saveurs fortes, donc justement Turn It Off, qui est une aventure d'horreur pour Knave, une aventure d'horreur, vous comprenez là, c'est puis une superbe aventure qui ainsi peut permettre à des gens d'explorer le genre horrifique via un ensemble de règles qu'on peut être très familier avec. C'est du D20, c'est les 6 caractéristiques. Vous lancez, vous essayez d'avoir le plus haut possible pour toucher. Réussi, c'est manqué ou non, là, ça demeure que c'est basé sur l'ensemble de règles les plus populaires en ce moment, mais avec une ambiance qui est foncièrement horrifique et aussi des ajouts mécaniques qui rendent le tout plus, on va dire, en concordance avec la thématique souhaitée de l'horreur. Et en gros, le synopsis est le suivant. Quelque chose s'agite dans les profondeurs de la mer, attiré par la lumière du phare de l'îlot de St. Peter. Une immense et ancienne abomination, Eldritch, comme on pourrait dire, c'est les créatures à la Lovecraftienne, s'est éveillée.
Une nuit, les gardiens du phare, Alistair McNeil et Dylan O'Connell, ont été témoins de la créature émergeant des flots. Un simple regard sur elle a anéanti leur raison, les poussant à la folie. Et dans les derniers instants de leur lucidité, ils ont détruit la lanterne et ont fait un pacte, garder le phare éteint, quel qu'en soit le prix. 4 mois se sont écoulés depuis. Une tempête perpétuelle règne désormais au-dessus de l'îlot de St. Peter et des douzaines de navires se sont échoués sur les falaises. Plusieurs personnes ont tenté d'enquêter et de rallumer la lanterne, mais aucune n'est revenue. C'est vraiment une très cool aventure d'horreur, et même si vous ne jouez pas à Nave, maintenant vous jouez à l'Appel de Cthulhu, là, ou Cthulhuac, ou Horreur Liminale, sait-on jamais. Vous pouvez adapter Turn It Off au système de jeu que vous souhaitez parce que c'est très minimaliste, c'est très simple, c'est un OSR de base qui ne demande pas une compréhension complexe de règles. C'est vraiment, ça reste très, très basique, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment une chouette aventure. L'exploration d'un phare avec des créatures, un suspense permanent, une ambiance inquiétante. Les descriptions sont vraiment top. Je ne connaissais pas l'auteur. En fait, je connaissais un petit peu l'auteur derrière parce que j'avais déjà vu un autre module qu'il avait fait, mais ça ne m'avait pas nécessairement plus marqué. Mais il y a vraiment une écriture qui est vraiment, on va dire, très marquante et qui est très évocatrice de ce qu'on souhaite on va dire, présenter ou de ce qu'on souhaite partager comme ambiance. Et il y a des mécaniques de gestion du temps. En fait, parce que le temps est important dans la partie lorsque les personnages vont approcher le phare pour pouvoir le rallumer ou l'éteindre ou le garder éteint selon ce qu'ils souhaitent faire au final, qui permettent de vraiment faire avancer le jeu vers un événement majeur qui pourrait se dérouler, qui est possiblement le naufrage d'un navire, on va dire ça comme ça. Et ça rajoute aussi un petit côté aléatoire sur les déroulements des péripéties, alors que différents éléments peuvent survenir ou non selon les décisions des personnages, mais aussi selon des lancers de dés qui peuvent se faire durant la partie par le meneur de jeu. C'est vraiment une chouette aventure, à la fois très classique, mais tabarnouche, en même temps tellement bien apporté, tellement bien amené. Tu sais, on s'entend le côté d'un phare hanté avec une créature abominable, cthulhuesque qui sort des flots, des profondeurs. On a vu ça 1000 fois, mais parfois, il faut seulement avoir la twist ou la façon de le présenter pour que ce soit le truc le plus inspiré et le plus inspirant au monde. Et c'est le cas avec Turn It Off. Et avant qu'on se laisse, j'aimerais quand même mettre l'emphase sur un module qui est présentement en financement participatif sur ulule.com. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, cette plateforme-là. Donc, lorsque cette vidéo sera disponible au public en octobre 2025, le module est encore en financement. Je vous encourage fortement d'aller voir ça. Il s'agit de In Vino Veritas, une aventure horrifique et médiévale qui est clé en main pour 2 à 4 joueurs et une meneuse de jeu. C'est en fait un module qui est publié par la Dirty Clean Crew. Donc, c'est Lino Major ainsi que Cédric Chaillol, deux personnes que j'apprécie beaucoup et qui sont très talentueux, qui ont fait le Dirty System, qui est un système de jeu pour raconter des histoires romanesques, gothiques, horrifiques, qui peut être adapté à plein de styles et plein d'ambiances, de thématiques. Qui est très narratif aussi également, qui se présente sous 2 facettes très minimalistes et un peu plus complexes, mais ça demeure que ça reste très simple. Et ça aussi, je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse pour ma critique sur le jeu en question. Et In Vino Veritas, c'est leur premier financement participatif qu'ils font. Donc, je veux vraiment encourager ça. Je trouve que ça vaut vraiment la peine qu'on s'y penche, de vouloir proposer un produit complet, de vouloir continuer à encourager un système de jeu qu'ils ont conçu, qui est très chouette, mais qui permet aussi justement une belle adaptation, dans le sens que vous pourriez prendre un système, pas le système, mais vraiment prendre un module de jeu qui est compatible avec le Dirty System et l'adapter au système d'horreur de votre choix. Je l'ai déjà fait justement avec Horreur Liminale, entre autres choses. Et en gros, In Vino Veritas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une aventure qui se déroule au Moyen-Âge et au Royaume franc. C'est situé au 5, 6, 7, 8, 8e siècle, sous le règne de Pépin le Bref, à la lisière de l'histoire et du mythe. In Vino Veritas propose une investigation dramatique et la découverte des secrets ruraux et religieux d'une petite communauté jurassienne dont les ramifications bouleverseront à jamais la destinée et les croyances des personnages. Donc, contexte, rappel historique, personnages prêts à jouer, des plans, des règles de jeu immédiats accessibles, une mise en page absolument du tonnerre, comme le fait Cédric Chaillol, ainsi qu'une écriture de feu, comme le fait Lino Major. Je trouve que c'est un tout. C'est de l'horreur,
c'est de l'horreur historique, chose que déjà j'aime énormément aussi. Je dois avouer très humblement que je ne suis pas du tout familier avec ce contexte historique-là, étant un Québécois nord-américain qui a vraiment été baigné dans une histoire un peu plus américanisée, ou du moins francophone américanisée. Je suis vraiment moins à l'aise avec ce contexte-là, mais ça ne m'empêche pas de trouver l'ambiance médiévalo-horrifique très intéressante. Et parmi les inspirations qui ont mené à la conception de cette aventure, je peux nommer Le nom de la rose, mon livre préféré de tous les temps. Enquête médiévale, ça vient vraiment beaucoup me chercher. Black Death, film sous-estimé avec Sean Bean, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil. The Witch de Robert Eggers, vraiment, vraiment délicieux. Et bien d'autres choses. En bref, de l'horreur, de l'histoire, un contexte historique à découvrir si on ne le connaît pas, et une aventure à faire jouer, que ce soit avec le Dirty System ou avec le système de votre choix. Je ne peux que encourager cette initiative. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut amplement la peine. Et oui, c'est tout pour moi pour ce mois d'octobre 2025. J'aurais aimé en faire plus. J'aurais aimé, je vous le dirais franchement, j'aurais aimé en présenter davantage, mais manque de temps, manque de choses, alors que, comme je l'ai mentionné en début de vidéo, beaucoup de trucs en arrière de la scène, des belles propositions dans les prochaines semaines. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo horrifique pour ce mois d'octobre. J'espère que vos parties seront bien effrayantes. Dites-moi en commentaire à quoi vous allez jouer. J'aimerais ça le savoir. Dites-moi en commentaire. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.